Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 25 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence, c'est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Découvrez aujourd'hui notre série spéciale marketing sportif. Il ne vous a pas échappé que cette année Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, l'occasion de faire un point sur le marketing et le sport en France. Je m'appelle Caroline Hirsberger, je suis directrice marketing internationale pour Allianz Trade. Allianz Trade, en fait, c'est une filiale du groupe d'assurance Allianz. Et nous, en fait, on a la particularité d'opérer uniquement dans le B2B. C'est pas qu'un partenariat de marque, il y a aussi en fait un certain nombre de services qui sont prodigués en fait au comité olympique ou au comité paralympique. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Caroline Hirsberger, qui est CMO, directrice marketing internationale de Allianz Trade, une filiale B2B du groupe d'assurance Allianz depuis 2 ans. Caroline nous explique dans cet épisode les enjeux d'Allianz à travers le partenariat des Jeux Olympiques. Elle revient aussi sur le storytelling de sa marque dans le cadre des Jeux de Paris et comment les Jeux peuvent être un accélérateur de notoriété. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Cyril. Bienvenue sur le podcast. Je suis ravi de t'accueillir. Donc on va parler de Jeux Olympiques, d'Allianz, de Trade, de B2B. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc je m'appelle Caroline Hirsberger, je suis directrice marketing internationale pour Allianz Trade. Allianz Trade, en fait, c'est une filiale du groupe d'assurance Allianz. Et nous, en fait, on a la particularité d'opérer uniquement dans le B2B. Donc, en fait, on vend de l'assurance uniquement à des entreprises et on est plus particulièrement spécialiste de l'assurance crédit. D'accord. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire l'assurance crédit ? Je vais essayer on va voir si je suis bon ou pas. Assurance crédit, j'achète des bureaux, je prends un prêt immobilier et j'ai une assurance crédit, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est sûr. En fait, l'assurance crédit, elle va te permettre, si tu vends des produits et tu as des gens qui les achètent, Okay. de te prémunir en fait, contre les risques de non-paiement de la part de tes clients. Donc, si tu leur vends pour 100 000 euros de marchandises qui ne te payent pas, eh ben, nous, on va prendre le relais en fait, pour pas que tu aies un trou dans ta trésorerie. Okay, donc, c'est une assurance paiement. Exactement, contre le non-paiement. Contre même. le non-paiement, exactement. Ouais, surtout, parce que sinon, on n'a pas besoin. Et donc, on est 6 000 en fait, dans le monde à travailler pour Allianz Trade. On est présent dans une 40aine de pays. Et donc, moi, je suis Global CMO de cette entité du groupe Allianz. D'accord, donc international. Basé à Paris. D'accord. Et donc 6 000 personnes, c'est quand même une grosse filière. Enfin, c'est une filiale. C'est une grosse entité et on est à peu près 200 à faire du marketing en fait. Au groupe, mais aussi au sein des pays, en fait. D'accord, ouais. Après, c'est en local. Oui, en local. Super. Aujourd'hui, ta mission chez Allianz Trade, du coup, c'est d'animer ce réseau, de trouver les clients. Comment tu fais du marketing par rapport à ça, sur cette problématique un peu B2B ? Alors, en fait, mon travail au quotidien, mon scope, on va dire, il recouvre différentes problématiques du marketing, c'est-à-dire qu'il va couvrir l'expérience de marque, comment est-ce qu'on veut être perçu, quelle est l'expérience qu'on veut faire vivre à nos clients. Ça recouvre aussi tous les métiers du digital, donc ça va être l'acquisition de nouveaux prospects, ça va être l'expérience qu'ils vont vivre sur nos sites web, ça va être aussi tout ce qui est nurturing, en fait, de ces prospects jusqu'à ce qu'ils signent avec nous. Et puis j'ai aussi en fait toute l'expérience client, ce qu'on appelle CX en fait. Donc tout ce qui va être l'analyse de la voix du client, tous les plans d'action associés et comment est-ce qu'on va réussir à devenir une entreprise de plus en plus customer-centric, comme on dit. Et donc comment on va faire changer la culture en interne au niveau de l'expérience client. Un vrai sujet, parce que du coup, vous êtes plutôt focus client, enfin, en tout cas c'est l'objectif, que produit ou que service. Aujourd'hui, c'est plutôt service. Exactement, on essaye de passer en fait d'une image assez ancienne de l'assureur qui vend des produits à une dimension beaucoup plus expérientielle et focalisée sur les besoins du client. Super.
Du coup, alors, on n'a pas raté qu'Alliance était partenaire, on dit partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024. Alors déjà, pourquoi? Et après, est-ce que tu peux nous... Alors, on rentrera après dans les questions, mais déjà, pourquoi? Pourquoi ce sponsor? Alors, c'est vrai que nous, Alliance Trade, on a la chance de bénéficier de ce partenariat, qui est en fait un partenariat qui est permis grâce à notre maison mère Alliance, qui est le partenaire assurantiel des Jeux olympiques et paralympiques jusqu'à 2028. Donc, ce que ça nous permet, nous, Alliance Trade, mais aussi plus largement Alliance, c'est d'être visible et encore plus visible dans un certain nombre de pays qui sont très importants pour nous. La France en 2024, l'Italie en 2026, et puis d'augmenter en fait notre empreinte dans des pays stratégiques comme les États-Unis avec les Jeux de LA en 2028. Et donc c'est pour cette raison en fait qu'Alliance a souhaité signer ce partenariat. Et puis ce qu'on peut se rappeler, c'est que les Jeux, c'est quand même un outil super puissant. Enfin, c'est en moyenne 3,5 milliards de téléspectateurs dans 200 pays. Quand on regarde la notoriété des anneaux olympiques, on a une notoriété de plus de 90%. Donc 90% sont capables de reconnaître les anneaux olympiques et savent ce que ça signifie. Donc quand on y associe une marque comme Alliance, pour nous, on pense que ça va décupler aussi nos opportunités business. Ouais, donc c'est un énorme sujet global de visibilité. Quand tu dis qu'Alliance assure les Jeux Olympiques, est-ce que vraiment il y a une police d'assurance qui est faite sur les compétitions? Oui, on assure un certain nombre de choses. On va assurer les billets en fait des participants. On a une entité d'Alliance, Alliance Partners, qui gère ça. Et puis on est présent en effet avec différents produits d'assurance dans le cadre des Jeux. C'est drôle. C'est un partenariat qu'on n'aurait pas aimé. C'est pas que en effet. C'est pas qu'un partenariat de marque. Il y a aussi en fait un certain nombre de services qui sont prodigués en fait au comité olympique ou au comité paralympique. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer alors, est-ce qu'il y en a déjà, mais je pense que oui, évidemment. Quelles sont les valeurs communes que vous avez avec le CIO, Comité international olympique, ou les Jeux paralympiques et olympiques de façon très large? En fait, je pense que si je devais résumer, je dirais que la maxime olympique que tout le monde a un peu en tête, le plus haut, plus vite, plus fort, ensemble, c'est vraiment quelque chose qui nous parle au sein du groupe Alliance. Et donc, ce qui va faire qu'on est assez proche du comité olympique, c'est tout ce qui va toucher à la volonté d'excellence, de solidarité. Et si je prends un exemple plus concret, chaque employé en fait au sein du groupe Alliance et donc aussi chez Alliance Trade est évalué chaque année sur un certain nombre d'attributs. Et ces attributs, ça va être l'excellence envers nos clients, ça va être le leadership collaboratif, ça va être la confiance et l'intégrité. Et donc, en nous associant aux Jeux olympiques, paralympiques, clairement, ça renforce encore plus ces valeurs et ça fait vraiment sens. Donc, ça vous sert aussi en interne pour monitorer, pour en tout cas intégrer ces valeurs au sens d'évaluation chez vous, mais au niveau des équipes, quoi. J'imagine que c'est vachement fort. Clairement, et d'autant plus en B2B, où les perspectives en fait, de développer du business via les jeux sont un peu plus réduites. Cette dimension fédérer, engager nos employés, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais, très bien. Aujourd'hui, vous êtes quoi comme niveau de partenaire? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de partenaires. Il y a le global, il y a le local, le fournisseur. Exactement. Alliance est top partner, donc c'est censé être le NEC plus ultra. Ça veut dire que on bénéficie d'une exposition mondiale. On peut utiliser les anneaux olympiques, paralympiques, le logo Paris 2024, et donc ça vient au-dessus de partenaires premium. Et ça vient au-dessus de partenaires officiels et supporters officiels. Parce qu'on a aussi, voilà. Donc il y a un niveau de gradation. Donc nous, on est top partner et donc en étant top partner, on est l'assureur officiel des Jeux olympiques et paralympiques pour une durée de 8 ans, donc de 2021 à 2028. D'accord. Et donc ce niveau de partenariat, alors au-delà de la visibilité mondiale et de l'utilisation du logo, parce qu'en fait c'est souvent ça, mais c'est important, parce que je pense que c'est le vrai facteur déclencheur. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres privilèges ou est-ce que vous avez d'autres privilèges par rapport au top partner, par exemple, qui est juste en dessous?
Alors la différence avec le top partner, c'est vraiment en termes d'utilisation C'est vraiment des ça. logos, etc. C'est la dimension internationale, le fait de pouvoir l'utiliser en fait autour du monde pour des activations aussi bien externes qu'internes. Après, nous, ce que ça nous offre aussi, c'est le fait de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, par exemple des accès privilégiés à la billetterie en avance pour en faire bénéficier par exemple nos employés. On a beaucoup utilisé ça en faisant des challenges, en faisant des incentives. Et puis, ça permet aussi de faire vivre des expériences assez incroyables à un certain nombre de nos employés, puisqu'on a pu proposer en fait un certain nombre d'être volontaires pendant les Jeux, d'être aussi porteurs de la flamme et même de participer au Marathon pour tous. Donc, c'est un peu des money can't buy experience qui vont au-delà juste de la position en fait, d'un joli logo Alliance entouré des anneaux olympiques et paralympiques. Ouais. Ils sont forts quand même, ils ont réussi à monétiser leur logo. En fait. C'est-à-dire que le niveau de partenariat, c'est l'utilisation du logo. Quoi. Donc c'est quand même le truc le plus... Et je sais que c'est très compliqué de l'utiliser, mais ils ont réussi à le C'est très drastique. Il y a des règles. C'est fou, hein. Non, mais j'ai déjà entendu ça. Donc l'interne, ça c'est vachement intéressant parce que du coup, il y a des valeurs communes avec le comité. Vous intégrez les collaborateurs dans des expériences comme Money Can Buy, comme tu viens de dire, qui sont pour le coup des expériences assez incroyables, j'imagine. Et aujourd'hui, vous en servez aussi, j'imagine, sur du grand public, avec pas des loteries, mais des jeux concours, des choses pour offrir des billets à vos clients, ou bien sur des mécaniques digitales, j'imagine. Alors, nous, on ne l'utilise pas, on ne fait pas des loteries vers l'externe. Okay. C'est vrai qu'on va avoir la possibilité d'emmener un certain nombre de nos clients, un certain nombre de nos partenaires, mais c'est vrai qu'on le monétise pas via les réseaux sociaux, à la différence de ce que peut faire Alliance France ou des entités plus retail où ça a un pouvoir d'attraction extrêmement fort. Ouais. Et pour toi, du coup, comme tu nous expliquais tout à l'heure qu'un des objectifs, c'est de remonter sur l'item client. Du coup, c'est une chance phénoménale d'avoir les Jeux à Paris, j'imagine, pour justement déclencher toute ce relationnel client que vous avez déjà, mais qui va se développer. Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir notre siège mondial à Paris, d'avoir aussi une entité commerciale en fait basée à Paris. Et c'est vrai que nous, on va chercher vraiment à maximiser en fait nos chances de faire vivre ce partenariat. Donc nous, on se concentre vraiment sur 3 piliers. Il y a certes la marque, donc on va essayer d'associer le plus possible notre marque Alliance Trade avec le logo Alliance porteur des anneaux olympiques. On va l'utiliser lors d'événements, lors d'activations aussi sur les réseaux sociaux. On va essayer de travailler quand même un peu la partie business avec nos partenaires, avec nos clients. Le fait d'être top partner, ça nous ouvre aussi des nouveaux points de contact avec d'autres top partners. Donc, on peut aussi essayer de faire du business avec eux. Et puis, ça nous permet de nous positionner aussi dans l'univers du sport au sens large, qui est un univers où historiquement on n'était pas très présent, et donc de pourquoi pas, en utilisant en fait un peu comme un faire-valoir ce partenariat, d'augmenter notre part de marché dans ce domaine. Parce que le monde du sport, c'est extrêmement vaste en fait. Ça va aller du fabricant au distributeur, aux partenaires d'événements sportifs. Donc on veut aussi essayer d'utiliser ce partenariat à ces fins-là. Et puis enfin, comme je te le disais tout à l'heure, on veut aussi vraiment maximiser l'impact de ce partenariat auprès de nos employés. On croit beaucoup dans cette fierté d'appartenance et toutes les valeurs en fait en commun qu'on peut avoir avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de pousser en fait énormément. Ouais. Vous arrivez à le mesurer, ça, ce degré d'appartenance, de rapprochement avec les valeurs des Jeux et vos employés? Alors oui, on a une étude annuelle en fait qu'on fait, qui est faite au sein de tout le groupe Alliance une fois par an, et donc nous on en fait partie. Et depuis l'année dernière, en fait, on mesure la notoriété du partenariat et le sentiment de fierté en fait associé au partenariat. Et en fait, on a eu des résultats extrêmement, super forts l'année dernière, où on arrive déjà à des niveaux de l'ordre de 90%. Donc 90% qui sont au courant que Alliance et Alliance Trade soutiennent les valeurs de l'olympisme, et 90% des gens qui sont fiers en fait de cette association et de ses valeurs communes. Ouais, c'est important aujourd'hui, hein, surtout dans les nouveaux critères, en tout cas d'évaluation des collaborateurs sur son job, sur son travail. C'est vrai que d'avoir du coup
une marque employée, enfin une marque en tout cas qui va dans ce sens-là est très très important aujourd'hui dans les critères de décision de nouveaux jobs ou bien de fidélisation. Tu as complètement raison. Et c'est vrai que je parlais des employés, mais il y a aussi les futurs employés ou les futurs talents qu'on aimerait avoir. Et c'est vrai que nous, en fait, il faut se rappeler, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais on s'appelle aujourd'hui Alliance Trade. Mais il y a 2 ans, on s'appelait Euler Hermès. On était une marque pas très connue. Les gens nous confondaient une fois sur 2 avec Hermès. Donc aujourd'hui, on s'appelle Alliance Trade. Donc on bénéficie de cet effet de halo positif de la marque Alliance. Mais on reste une marque assez jeune. Et en fait, ça reste compliqué, surtout dans le milieu du B2B et du marketing, d'attirer en fait des talents. Et on voit vraiment de manière très positive cette association avec les Jeux olympiques et paralympiques, parce que ça nous permet en fait d'émerger plus facilement auprès de nouvelles cibles. Ouais, et puis de vous différencier et en même temps d'adhérer vraiment aux valeurs. Enfin, je pense que du coup, pour le coup, c'est vraiment intégré en interne, quoi. Et c'est ça qui est important, parce que les gens veulent du sens, ils veulent aussi s'engager avec des marques pour lesquelles ils sont fiers de travailler, quoi, parce que c'est ça aussi le sujet aujourd'hui. Exactement. S'il y avait un objectif en France pour Alliance Trade, ça serait quoi? Est-ce que c'est ton premier objectif? C'est visibilité de la marque Alliance Trade, qu'on comprenne ce que c'est, qu'on ait plus de visibilité, comme c'est aussi une marque jeune, comme tu viens de le rappeler. Est-ce que c'est de trouver des clients? Est-ce que c'est de fidéliser? Ça serait quoi le premier objectif que tu ce serait en effet d'essayer d'augmenter la visibilité de cette marque assez jeune. On sait que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. On sait qu'on est aussi sur un domaine, l'assurance crédit, qui est un domaine assez peu connu. On l'a vu avec toi, tu avais du mal en fait à savoir ce que c'était exactement. Et on est dans un milieu du B2B où les budgets marketing sont pas toujours super importants. Donc c'est dur d'émerger, c'est dur de construire sa notoriété de marque. Et donc, pour moi, l'objectif de ce partenariat, c'est aussi d'augmenter ma notoriété, ma visibilité et l'attractivité en fait de ma marque. C'est assez intéressant. Alors, je sais que c'est en B2C, mais Alliance a montré que les gens qui savent que Alliance est partenaire des Jeux ont 28% de plus de probabilité en fait d'aimer la marque Alliance. D'accord. Donc, on peut aussi essayer de transposer ça dans le B2B et se dire que dans tous les cas, associer notre marque avec ce partenariat, en fait, ne peut être que bénéfique. Mais après, c'est vrai que je pense que les partenaires des Jeux gagnent en notoriété, gagnent en sympathie par rapport à leurs concurrents. Parce que du coup, on sent qu'il y a une adhésion en fait au jeu, comme on l'a rappelé tout à l'heure, dans les valeurs, etc. Mais il y a une vraie proximité. Enfin, je ne vois pas un partenaire aujourd'hui de ce que j'ai pu regarder qui est complètement à l'opposé des valeurs des Jeux. Enfin, je pense même que le comité fait très attention à ça aussi. Je pense qu'il y a des implications qui vous demandent peut-être aussi d'intégrer certains sujets, en tout cas d'être proche des valeurs de l'olympisme, parce que c'est quand même ça le sujet. Et donc c'est vrai que ça fait du sens, je trouve, et ça vous démarque, parce que pour le coup, il n'y a qu'un seul assureur. Ce sera vous. Tout à fait. Et ça, c'est quand même un effet, tu l'as dit tout à l'heure, plus de 3 milliards 3 milliards et demi de spectateurs. C'est beaucoup, quoi. Donc, c'est énorme pour une marque d'être partenaire, quoi. Et donc, cet objectif, c'est vrai qu'il est... je pense que tu vas l'atteindre. Enfin, côté notoriété, je pense que du coup, ça va fonctionner. Après, la complexité, à nouveau, dans le B2B, c'est de réussir à raconter une histoire et de lier, en fait, ces valeurs du sport avec, justement, ce qu'on fait au niveau business et les produits qu'on aurait envie de vendre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire depuis à peu près 2 ans. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des parallèles entre le sport d'un côté et puis notre métier d'assureur. Donc, on va essayer de filer un peu la métaphore et de montrer qu'il y a l'importance de la préparation, il y a l'importance de l'esprit d'équipe, l'importance de la confiance et d'avoir des partenaires, que ce soit dans le sport ou dans le business, en fait, et d'avoir des partenaires comme Alliance Trade qui vont accompagner les entreprises au quotidien. Ça marche? Tu as déjà testé le discours? Oui, ça marche. On a fait des campagnes en fait sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, qui est vraiment notre canal en fait privilégié. Et on a des très bons taux de reach, mais aussi d'engagement en fait sur ce type de campagne qui sortent un peu. Là aussi, ça sort un peu du lot en fait. Et ça nous permet de nous différencier. Oui, puis ça vous donne une occasion de communiquer différemment. Exactement. Un peu moins figé, un peu moins l'image traditionnelle de l'assureur. Ça marche?
ça débute peut-être, mais en tout cas, comment tu vas évaluer le succès? Nombre de leads, nombre de clients? Idéalement, nombre de leads, Ouais. à minima, l'engagement, le reach sur la cible. Et tu as un plan spécifique par rapport au jeu? C'est-à-dire que au-delà des campagnes réseaux sociaux, LinkedIn, etc., est-ce que tu as un plan marketing dédié pendant cette période de Jeux Olympiques avec tes équipes? Oui, complètement. Alors, c'est même pas que pendant la période, ça a commencé Oui, déjà il y a j'imagine un longtemps. certain temps. Ouais, Plus qu'un plan marketing, je dirais que c'est plus un plan global qu'on a d'accord. appelé The Road to Paris 2024. Très bien. Et ça s'articule en fait autour de nos 3 piliers qui sont la marque, le business et les people. D'accord. Et donc, on va avoir un certain nombre d'initiatives qu'on a identifiées. Donc, ça peut aller de redécorer nos bureaux, mettre des stickers, des logos, des posters des athlètes qu'on accompagne, faire des événements internes, comme par exemple une journée olympique au stade Jean-Bouin l'été dernier, leur permettre de rencontrer des athlètes, des para-athlètes et d'avoir des discussions à bâton rompu avec eux. Faire aussi de la gamification. Ouais. On fait en ce moment en fait un challenge qui marche très très bien. On a un tiers de nos salariés qui participent, qui vont pouvoir gagner des billets pour aller au jeu en répondant à des questions sur l'univers du sport, sur les valeurs des jeux. Et puis on a aussi un programme de mentorat avec des athlètes qui est plébiscité en fait par nos employés. Et puis la campagne social media dont je te parlais. Donc on fait un certain nombre de choses qui voilà, nous permettent de travailler en fait ces différents leviers. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, j'imagine que sur les valeurs du sport, même en interne, tu as dû avoir des vocations peut-être qui ont émergé ou Alors en tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de des sportifs. excellents sportifs ou des gens qui étaient à la limite d'être sportifs professionnels. D'accord. On s'en est rendu compte quand on a justement interviewé des gens qui voulaient candidater pour courir le marathon pour tous. On avait mis des standards assez élevés. Donc en effet, ça permet de se rendre compte que certaines personnes ont un peu une double vie en fait, sportive et dans le business. Ouais. Du coup, ce plan marketing sport, voilà, je vais l'appeler comme ça, tu vas, j'imagine, le continuer après en fonction des prochaines échéances olympiques qui vont arriver. C'est aussi une manière de continuer. Alors oui, c'est l'idée. L'idée, c'est de garder ça en fil rouge. Clairement, je vais pas dire que Milano Cortina, on va pas y mettre autant d'attention, mais ce sera un peu plus loin de nous. Mais c'est vrai qu'on aimerait continuer en fait ce genre d'activation et cette histoire avec nos collaborateurs et avec nos audiences externes. Ouais. Alors, on a parlé des athlètes, il y a aussi une team Alliance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en termes de qui est dans la team Alliance et comment vous les activez aussi si vous avez des activations avec eux? Alors c'est vrai que nous, on n'utilise pas des influenceurs tels qu'on l'entend en fait classiquement. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'on sponsorise une dizaine d'athlètes. Alors c'est pas la team Alliance, c'est vraiment la team Alliance Trade. C'est des athlètes olympiques, paralympiques, souvent des athlètes assez jeunes qu'on pensait de futurs en fait pépites. Et on pense qu'ils peuvent nous aider aussi à développer la notoriété pour notre marque et qui nous permettent de toucher en fait un autre public. Donc en France en fait on en a deux. C'est Thibaut Rigaudot en fait qui concourt sur du triathlon et Laura Tarantola en fait qui fait de l'aviron. Et puis on en a d'autres en fait dans d'autres pays puisqu'à nouveau on est une entité globale. Donc on a Alessio Simone en Italie qui est un champion de taekwondo. On a Daniel Romanchou qui est un champion de marathon fauteuil. Et puis Najwa Awan qui est une championne marocaine en fait en tennis fauteuil. Donc voilà, on en a un certain nombre comme ça. La plupart se sont qualifiés pour les Jeux, donc on est hyper contents parce que ça va nous permettre là aussi de drainer beaucoup d'adhésions en interne, de les soutenir pendant les Jeux, de communiquer aussi autour de ça sur les réseaux sociaux. Donc on pense que ça a un très bon potentiel en fait d'émergence là aussi pendant la période des Jeux. Ouais, donc ça c'est intéressant parce que du coup tu vas aller jusqu'au bout du supporter interne qui va aller supporter l'athlète puisqu'il est qualifié. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez des plans prévus justement pour les supporter vraiment Bien sûr, surtout qu'avec le comité olympique, il faut tout prévoir 3-4 mois à l'avance. C'est ça, Donc là, on est en train de préécrire les posts, donc d'imaginer tous les scénarios possibles.
L'athlète gagne, l'athlète perd, l'athlète ne Ex-aequo. peut pas concourir parce qu'il est malade. Donc oui, bien sûr, on va les soutenir avant. On les a déjà soutenus pour tout leur process, en fait, pour se qualifier. On va les soutenir avant, pendant. Et puis après, ce sera intéressant aussi d'avoir le retour d'expérience, de voir un peu le behind the scene, en fait. Donc, on pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut construire dans la durée. Ouais, c'est intéressant en plus cette relation parce que le sportif a aussi des valeurs communes avec le marketing, en tout cas les forces de vente aussi, enfin tout type de population qui peut être dans une organisation parce qu'il y a ce côté un peu entrepreneur, un peu sportif de haut niveau, donc assez pointu, expert. Complètement. C'est ce qui fait que nos programmes de mentorat, en fait, ce qu'on appelle chez nous le buddy programme, entre des athlètes et des employés, marchent très très bien. Parce qu'il y a en effet beaucoup de leviers en fait, qu'activent les athlètes qui sont complètement transposables dans la vie de l'entreprise. Sur la résilience, sur le fait de se dépasser, sur la gestion de l'échec. Donc c'est pour ça que ça marche. Et du coup, ça, c'est les employés qui postulent pour être mentorés par un athlète. Exactement. Comment ça se concrétise? C'est une format 1 heure, 2 heures, comment ça se... Alors nous chez Allianz Trade, donc on a quatre athlètes qui participent. Chacun en fait mentor entre guillemets une dizaine de personnes. Donc on a 40 employés qu'on a sélectionnés, sachant qu'on a reçu plusieurs centaines en fait de candidatures. Et le mentoring dure 6 à 8 mois, à raison de une séance par mois en fait de mentoring. Enfin, c'est assez, ça demande du temps aussi de la part de l'athlète. Exactement. Et en tout cas, les retours, on demande aux gens à la fin de noter, en fait, et les retours sont dithyrambiques, sont extrêmement positifs. Ça, je trouve que c'est super bien pour les collabs, parce que c'est un mentoring par des athlètes, c'est autre chose. Je trouve. Ça donne une autre dimension au mentoring. Non, mais c'est vrai, c'est autre chose que dans le business, où des gens qui vont te dire comment faire des trucs, mais bon, ok, tu t'y attends un peu, en tout cas, bon. Mais là, l'athlète... Tu sens que il y a un truc, quoi. La proximité des deux mondes est assez vraie. Et voire même parfois, surtout les para-athlètes. Je pense que ça permet en fait aux employés de réaliser quelle prouesse ça peut être en tant qu'athlète paralympique ou juste para-athlète en fait. Ce que ça nécessite en fait de déployer comme courage, comme effort, comme dépassement de soi. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets aussi que moi que j'ai vu dans les interviews là qu'on va sortir, mais qui sont assez permanents. C'est-à-dire que les para-athlètes aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'ils ont 2 fois plus de mérite, mais il y a une volonté, une motivation, et puis un mental, parce que c'est beaucoup de mental, qui est largement, je trouve, supérieur. Enfin, après, je ne veux pas faire de comparaison, parce qu'il n'y en a pas à faire, mais chacun y trouve aussi sa source de motivation interne, et puis ça les a changés, je trouve. Enfin, moi, j'ai quelques para-athlètes qu'on a interviewés qui ont changé de vie aussi grâce au sport et grâce à cette nouvelle philosophie. Ça leur a permis de rebondir. Ouais, et il y en a qui sont, je ne veux pas dire plus heureux qu'avant, mais en tout cas, ça a changé aussi quelque chose en eux qui est de l'ordre du spirituel ou du mental, en tout cas, qui est très très fort. Super. Tout ce qu'on se dit là, donc les plans marketing, tout ça aujourd'hui, c'est essentiellement digital, j'imagine, ou pas? Oui. Ouais, c'est vrai qu'on vit désormais dans un monde hybride et c'est pas parce que chez Allianz Trade on est en B2B et que notre cible principale c'est les directeurs financiers ou leurs équipes ou les gens de la C-suite. C'est pas une raison suffisante en fait pour ne pas investir le digital. Donc en effet, tout ce qu'on fait, on le relaye sur nos sites web, sur nos réseaux sociaux, principalement LinkedIn. On a la chance en fait d'être extrêmement présent sur ce réseau social qui est hyper affinitaire avec le B2B. C'est magique. Hein. On a 280 000 followers, on a un taux d'engagement moyen de 11%. C'est beaucoup. Donc c'est énorme. Donc en effet, on capitalise un maximum dessus. Et LinkedIn, ça reste encore votre plateforme préférée, j'imagine, parce qu'une de vos problématiques, j'imagine, c'est d'identifier les personnes. Parce Complètement. Autant en B2C, on arrose un peu largement et puis on voit qui vient. Mais en B2B, il faut être plus précis que ça. Quoi. On peut pas... Exactement. C'est le gros avantage de LinkedIn, c'est cette dimension marketing de précision où on peut cibler en fait la taille de l'entreprise, le profil dans l'entreprise, le titre, la fonction. Et donc, c'est ce qui fait en effet que, aussi bien en organique qu'en paid, c'est une des plateformes qu'on investit le plus. Parce qu'en paid, pour vous, c'est forcément un format publicitaire. Oui, tout à fait. Hein. Vous avez jamais essayé l'influence B2B, ce qu'on appelle l'influence B2B sur LinkedIn,
c'est-à-dire un expert, un leader d'opinion qui va pouvoir prendre la parole sur son réseau en votre nom, entre guillemets. Alors aujourd'hui, on le fait surtout avec le nouveau format Thought Leader Ads, qui permet de sponsoriser en fait des posts de leaders d'opinion, mais pour l'instant, on l'utilise uniquement sur nos leaders d'opinion internes, c'est-à-dire nos directeurs commerciaux ou directeurs généraux. Ça marche extrêmement bien. Là, on l'a testé ces 3 derniers mois. Ça nous permet d'avoir un reach et surtout un taux d'engagement et un drive en fait vers nos sites web assez fou. Donc, c'est vraiment un format qui marche très bien, mais c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on n'a pas encore investigué des influenceurs externes en fait à l'entreprise. Ouais, c'est un sujet qui émerge un peu en ce moment, parce que notamment, je crois que dans certains secteurs, en tout cas, pas mal d'acteurs identifient des leaders d'opinion ou bien des experts d'un sujet, on va dire, assez pointu en général, qui va, entre guillemets, être sponsorisé pour, soit il est client et il va faire un témoignage un peu plus engagé, et puis il donne son vrai témoignage, quoi. Mais c'est la marque qui soutient. Ou bien c'est quelqu'un qui va faire une analyse de marché et qui va du coup pouvoir, s'il adhère aussi à la solution en général, pouvoir expliquer pourquoi c'est mieux, ou en tout cas les plus et les moins de la solution, quoi. Parce que c'est aussi des choses qui émergent sur LinkedIn aujourd'hui. Non, c'est clair. Et c'est clairement un terrain de jeu vers lequel on ira probablement, d'autant plus lié au fait qu'on essaye de toucher, d'élargir le plus possible notre cible et donc d'aller vers des cibles du type TPE, PME, où la frontière entre le personnel et le professionnel est plus fine. Et donc, on est sur des gens qui ont en effet plus l'habitude en fait de prendre la parole, mais aussi d'écouter des influenceurs et potentiellement d'être convaincu en fait par ce type de prise de parole. Ouais, en plus tu vois beaucoup dans les startups ou bien tu as des fondateurs ou bien des fondateurs en général qui prennent la parole assez librement pour faire des vidéos, pour expliquer leur boîte, etc., leur partenariat, leur mésaventure, leur bonne aventure. Enfin, ils sont assez acteurs des fois. C'est pour ça que moi je les appelle les influenceurs B2B, mais c'est vrai qu'ils sont assez à l'aise avec tous ces outils qu'on retrouve sur l'influence B2C traditionnellement, sur d'autres plateformes, mais qui sont assez à l'aise. Puis tu as aussi des programmes sur LinkedIn qui sont intéressants, de Top Voice, de gens comme ça qui sont assez écoutés, référents lus, sur lesquels il y a des newsletters aussi qui sont en place. Pas mal de choses, quoi. Et en plus, je trouve que l'algorithme LinkedIn est très généreux. Ce qui nous fait du bien dans les mondes des réseaux sociaux, des plateformes, où des fois, alors après ça va changer, je ne crois pas, mais en tout cas on ne sait jamais, ou bien l'organique est très fort au début, puis après il se restreint pour qu'on achète du média. La prime à l'achat de médias sponsorisés. Et alors, comme tu veux élargir un peu tes cibles, vous faites des campagnes de marketing d'influence classiques ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. TikTok non plus n'est pas une plateforme sur laquelle vous pouvez identifier des prospects, parce que on s'est posé la question des fois sur des problématiques clients, où TikTok finalement c'est un peu tout le monde qui y va. Instagram aussi. Alors la difficulté c'est de ne pas savoir qui on va cibler, en tout cas qui on va toucher. Mais dans d'autres domaines, ils utilisent ces plateformes-là. C'est vrai, on se dit qu'il va falloir qu'on s'y intéresse. À nouveau, pour l'instant, nos budgets étant limités, on se focalise sur les sources qu'on maîtrise le mieux, là où on sait que ça convertit. Je reviens sur ce que je disais, si demain on s'intéresse encore plus spécifiquement aux très petites entreprises, peut-être qu'en effet il faudra qu'on aille voir sur TikTok parce que ce sera un média qui est très affinitaire. Historiquement, il faut juste se rappeler que notre cœur de cible, c'est plutôt les grosses boîtes. Ouais. Donc, je ne suis pas encore persuadée que le CFO d'une grosse entreprise française qui fait 500 millions soit encore sur TikTok. Et surtout, qu'ils prennent avec sérieux, en fait, une publicité ou une vidéo en fait, d'une marque comme Allianz Trade qui va lui vanter les mérites de l'assurance crédit. Ouais, mais après, tu vois, attention, la Poste investit énormément sur TikTok. Donc, ces grosses entreprises, les banques notamment aussi, en tout cas, investissent sur ces plateformes-là et ils s'y mettent personnellement en scène, je crois aussi. Donc, pas mal de dirigeants se mettent en scène maintenant sur TikTok parce que ce monde de l'influence irradie un peu partout et donc tout le monde veut devenir. On y réfléchit. Ouais. Mais c'est rigolo, je trouve, des fois. Des fois. En tout cas, après, bon, c'est notre plateforme, c'est un autre objectif. Mais déjà, LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup à faire et ça fonctionne bien. Et en tout cas, c'est une super plateforme sur le B2B. Ouais. Écoute, super. Donc là,
Donc, Alliance Trade, on va vous voir, parce qu'aujourd'hui, le sponsor officiellement, c'est Alliance. Oui. Donc, vous ne pouvez pas apparaître en tant qu'entité, j'imagine, enfin à côté. Alors, on associe nos deux logos, Voilà. c'est-à-dire qu'on a le logo Alliance Trade Ouais. et puis on rajoute le logo Alliance avec les anneaux olympiques et paralympiques. D'accord. Sur la Team Alliance, il y a tous les sports à peu près, ou vous avez choisi vos terrains de jeu? Alors nous, pour la team Alliance Trade, ce qui vraiment on va dire, nous a permis de faire nos choix, c'est de trouver des sportifs déjà dans nos budgets, ni trop connus, et parfois aussi sur des sports un peu de niche pour leur permettre aussi d'émerger. Donc avoir quand même une notion aussi d'investir dans quelqu'un et de lui donner les moyens aussi de vivre de son sport grâce à ce sponsoring. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on va avoir dans notre équipe un paratriathlète, quelqu'un qui fait de l'aviron, du tennis fauteuil, du marathon fauteuil, du taekwondo, et on en a d'autres aussi comme ça. Donc c'est plus des personnalités que vous avez été chercher, ou bien des talents, ou bien des sports qui sont en devenir. Exactement, des athlètes plutôt jeunes qu'on estime en devenir, à qui on a voulu donner un coup de pouce en fait aussi par le biais de ce sponsoring. Super. On arrive à une partie de questions association d'idées. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Tu peux déborder évidemment. Si je te dis Paris. Je dirais Ville-Lumière. Ouais, et ça va être magnifique. Moi, j'en profite. Hein. Je donne aussi mon mot. Mais en tout cas, de ce que j'entends, c'est que le terrain de jeu pour les jeux va être, sans jeu de mots, donc, va être vachement impactant, je trouve, parce que de faire de l'équitation à Versailles, il va y avoir un beau cadre de jeu qui va être très Paris. En tout cas, je pense que c'est ça aussi l'image projetée du comité, c'est de mettre en avant, parce que c'est les jeux dans la ville. Complètement. Et en même temps, c'est magnifier Paris à travers les jeux. Moi, je l'associe d'autant plus à Ville-Lumière que mon bureau, en fait, est au 43e étage d'une tour de la Défense avec cette vue justement sur Paris. Et donc, je pense qu'en effet, ce sera un cadre magnifique pour héberger ces jeux. Si je te dis sport? Je dirais énergie. Influence? Alors là, je dirais authenticité, point d'interrogation. Ouais. Bon, tu as suivi tous les débats qu'il y a eu, hein, les influx voleurs, tout encore ça. Hier, cache investigation. Oui, exactement. Hier, il y a encore une petite couche pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais ouais, non, c'est du sujet, mais c'est très positif l'influence. C'est 10% de ce qui se passe sur le marché de l'influence. Mais c'est 98% de la couverture médiatique. Ouais, complètement. Parce que les médias sont comme ça. Et puis, on ne va pas faire un sujet sur un truc qui marche bien, qui est joli, qui est sympa. Donc, autant chercher le débat. Si je te dis marketing? Je dirais storytelling, parce que pour moi, j'adore en fait la capacité du marketing à raconter des histoires, à faire vivre des marques. C'est le côté sympa aussi de transposer des marques qui sont plutôt des marques, on va dire en général froides, statutaires, enfin en tout cas des marques qui ont été créées, et de les rendre vivantes. Complètement. Et je trouve qu'avec tout ce qu'on a sur le digital en ce moment, c'est aussi une source de créativité énorme, parce qu'il n'y a plus de limite de format qu'on pouvait avoir avant, un 30 secondes, un 4x3. Et dans le B2B, on part de loin. En termes justement de froideur, comme tu le disais, associé aux marques. C'est compliqué, Donc là, tu as un terrain de jeu digital, à mon avis, en plus, qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner quelques projets qui vont arriver entre maintenant et les JO ou pendant les JO, sur lesquels on peut suivre aussi Alliance Trade sur le terrain, je dirais? Alors, c'est pas directement connecté au JO, mais on a mis en place en fait une campagne justement de branding pour développer la notoriété de notre marque sur une cible qui pour nous est une cible de conquête, qui sont les petites entreprises. Donc c'est quelque chose que je pilote en fait à mon niveau, au niveau groupe, pour nos 4 plus gros marchés en fait en Europe. Et l'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur l'impact du réseau professionnel LinkedIn pour aller toucher ces gens dans ces petites entreprises et leur faire découvrir en fait la marque Alliance Trade, ce qu'on fait, la pertinence en fait de nos produits, en soulevant justement le besoin potentiel d'une assurance crédit, en répondant à d'éventuels en fait problèmes qu'ils pourraient avoir sur des factures impayées, des dettes, et donc en leur ouvrant un peu les yeux sur le fait que des solutions existent.
Ouais. Donc c'est un gros chantier. L'ambition est forte en fait de développer cette notoriété. On sait que ça prendra un certain temps. Ouais. Et donc on a la chance de pouvoir investir un budget relativement substantiel en fait pour essayer d'émerger. Et par exemple, alors typiquement moi je suis client Allianz, donc est-ce qu'il serait possible que j'ai de l'Allianz Trade dans mes contrats d'assurance sans le savoir? Alors, en tant que particulier, non, Non, puisqu'on en est uniquement en professionnel. B2B. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment des sujets en fait qu'on essaie de plus travailler. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'appelle Alliance Ouais. Trade, mais on a finalement assez peu de liens en fait avec les autres entités C'est ça. du groupe. Ah, d'accord. Et donc, ce qu'on aimerait, surtout par le biais des agents Alliance, Bah qui ouais. ont pignon sur rue, qui brassent en fait une manne de clients assez impressionnante. Et une partie d'entre eux sont des entrepreneurs, ont des entreprises. Bah oui. On aimerait justement faciliter ces ponts. Et si toi, demain, tu vas voir ton agent Alliance, s'il sait que tu as une entreprise, qui puisse être en capacité de te proposer certains de nos produits. Bah oui. Par exemple, j'ai une RC Pro. Hmm. Typiquement, ça rentre chez vous. Enfin, ça rentre Alors non, non, c'est RC Pro, c'est quoi ouais, RC Pro. Alors c'est un produit professionnel, Ouais. mais qui est vendu par Alliance. Ok. Bon, ben, ça m'aurait intéressé de souscrire parce que j'ai un ou deux clients qui m'ont fait des impayés. Donc, tu vois. Mais en tout cas, tu peux en parler à ton agent Alliance. Ah, normalement, il a connaissance en fait Écoute, de tu sais ce quoi que fait Alliance Trade. Je vais le tester. Donc, je vais le tester Tu me avant diras. la diffusion. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Et je te dirai où il en est dans le branding. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune responsable marketing, marketing qui débute, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ton expérience et qu'est-ce que tu connais aujourd'hui du marché et du milieu dans lequel on évolue? Alors, je sais que c'est facile à dire, mais le conseil que je lui donnerais, c'est d'assumer qui il est. Et en fait, je trouve ça hyper compliqué aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se compare, où c'est à qui ira poster la plus belle photo ou mettre le plus beau caption. Mais je me remémore en fait souvent cette citation d'Oscar Wilde qui disait soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Et en fait, rétrospectivement, si je me refais le film un peu, je me dis mais ouais, j'aurais dû plus assumer qui je suis plutôt que de me coller dans un moule parfois. Voilà, parce que c'est ces aspérités en fait qui font qu'on est apprécié et que on se différencie des autres et qu'on met sa patte en fait sur un projet. Ouais. Et encore faut-il se connaître, ce qui n'est pas évident parce que on n'a pas cette culture même de coaching ou bien d'accompagnement, tu vois, de personnes qui peuvent aussi nous aider à nous définir, on va identifier ce qu'on aime, ce qu'on est, parce que des fois on sort de l'école et on rentre dans des entreprises et en fonction des mentors, des boss qu'on a eus, on se découvre un peu ou pas. C'est vrai, alors tu as complètement raison C'est un vrai et c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, le terme de coaching est un peu galvaudé, Oui. mais ça aide vraiment, je trouve, à avoir un sparring partner, quelqu'un avec qui on peut parler de tout, qui ne va pas nous juger. Et je pense que tu as raison, pour assumer qui on est, je pense que parfois on a besoin de se faire aider par des gens un peu extérieurs. C'est ça. Alors, ma femme est coach exécutive, donc c'est un mot galvaudé, on est d'accord. Mais elle se positionne, tu vois, sur le côté business partner. C'est-à-dire de se dire, comme on a un médecin, un généraliste qui, de temps en temps, va voir, on fait un petit point sur la santé, elle propose aussi ça, d'accompagner des collaborateurs, des patrons, des gens dans leur boulot, finalement, sur ce côté business partner pour faire des points régulièrement sur où tu en es, qui tu es, évolution, problèmes à résoudre. Complètement. C'est ce que j'appelle l'écologie personnelle, en fait. C'est prendre soin de soi, en fait, et régulièrement avoir ces points de contact. Et c'est pas facile. En France, je trouve, en plus d'avoir cette conscience-là, peut-être plus dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai qu'elle a une solution qui s'appelle Holywork. Donc, je fais un peu de promotion pour ma femme, holywork.fr, qui est donc make a holiday, each day holiday. Donc, elle va me tuer quand elle va entendre ça, mais bref, vous avez compris l'idée. Mais c'est un vrai sujet pour le coup, pour les jeunes qui débutent. En tout cas, moi, je trouve que c'est vachement important d'aujourd'hui de ne pas suivre, comme tu disais, des tendances. Parce que les réseaux sont une bonne chose, mais peuvent vite faire dévier beaucoup de gens. Moi, aussi se minimiser, minimiser sa propre portée en se comparant à des gens qui... Et se mettre une pression inutile parce que, regarde ce qu'il a fait, je suis incapable de le faire. Bon, et ça, c'est des vrais sujets
charge mentale, santé mentale, de confiance en soi, exactement. Qui, des fois, les réseaux peuvent Légitimité être des vrais révélateurs de talent, parce que grâce au réseau, des gens ont émergé, mais aussi, des fois, peuvent refouler certaines personnalités parce que on ne se sent pas ou on a peur de cette image projetée, quoi. Super. Est-ce que tu as un sport préféré ? Alors moi, c'est la randonnée. J'adore marcher dans la montagne, n'importe où. Très dans l'air du temps, là. Très dans l'air du temps. Bien, ça. Non, sinon, j'aurais dit yoga si je voulais être dans l'air du temps. Ouais, aussi. Bon, tu peux faire de la randonnée en méditant. C'est pas mal. Est-ce que tu aurais un livre que tu emmènerais sur une île déserte ? Alors moi, ce serait un livre de cuisine et plus particulièrement de pâtisserie. Parce que j'adore, en fait, j'adore cuisiner. Et je pense que voilà, si j'étais seule sur une île déserte, ça me ferait saliver. J'imaginerais, en fait, ces gâteaux. Ça me permettrait de m'évader. C'est sadique, attention. Parce que si tu ne les as pas à côté, c'est dangereux. Et une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir au podcast ? Alors oui, il y a quelques mois, en fait, j'ai vu en conférence Bertrand Piccard. Je ne sais pas si tu le connais. Il est psychiatre, explorateur... aéronaute, et en fait il est surtout connu parce qu'il a fait le tour du monde en ballon, et puis il a piloté en fait l'avion Solar Impulse. Tout à fait. Et il a fait le tour du monde avec. Et pour nous relier un peu à notre sujet du jour, je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment à la limite du sport. Et puis d'une certaine manière, pour moi, c'est un influenceur. Et quand on l'entend parler, enfin moi j'ai trouvé ça très inspirant, très disruptif aussi d'une certaine manière, et parce qu'il dit lui-même que lui, il est là pour casser les règles, pour casser les codes, pour nous forcer à abandonner un peu nos vieilles croyances. Et il a dit une phrase que je me suis notée et que je vais te dire. Il a dit que pour lui, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à passer de « sky is the limit » à « fuel is the limit ». Et donc, tout son objectif dans la vie, c'est d'aider les gens à ce qu'il appelle changer d'altitude. C'est-à-dire voir les choses avec un autre prisme et comment réussir à se diriger différemment en fait, dans la vie. Et je trouve que nous forcer à penser différemment, je trouve ça captivant. Bah ouais, non, mais je suis très d'accord avec toi, et je connais bien le bonhomme de loin, parce que je ne le connais pas personnellement évidemment, mais qui est très inspirant et qui a réussi dans son projet, notamment Solar Impulse, quand même à défier tous les obstacles qu'on lui a mis personne n'y croyait, il a tenu bon contre vents et marées, il a levé des millions d'euros. Et c'était un vrai projet, une vraie entreprise, et il a réussi, quoi. Donc ça, c'est plutôt fort, et donc il a raison pour le coup que fuel is the limit, et par contre le sky n'a pas de limite. Exactement. Donc écoute, tu peux nous aider à l'avoir ou pas trop, on va voir. Bon, peut-être qu'on aura des auditeurs qui vont nous mettre en relation avec lui. J'espère, en tout cas. Je vais essayer de l'appeler. Non, mais je vais lui envoyer un petit message, on ne sait jamais. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ouais, mais en tout cas, il est très humble et très accessible. C'est ça, donc ça devrait peut-être marcher. Écoute, merci beaucoup, Caroline, pour notre entretien. J'espère qu'on a bien compris à Alliance Trail que c'est une nouvelle marque qui est vraiment réservée au B2B, et donc à tous nos éditeurs B2B. Je vous mettrai le lien de Caroline pour la contacter, et merci beaucoup pour cet éclairage aussi sur ce partenariat avec les jeux qui est un super partenariat, mais qu'on aime bien ici, en tout cas dans cette série d'épisodes, expliquer un peu de l'intérieur et de comment ça se matérialise concrètement. Merci à toi, Cyril, de m'avoir permis d'apporter cet éclairage. En effet, on a encore trop peu d'opportunités de parler du B2B, et lier le B2B avec les jeux, c'était une super opportunité. Écoute, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.